Fanatique VL Info Sport, salut nous, quel que soit côté nous, et moi salut nous. Pour ton belle vidéo pour nous, je souhaite que nous partager vidéo ça, je souhaite nous partager. Faire vidéo ça arriver loin. Côté que après liste sélection haïtienne sorti jeudi a, t'es gon bel débat entre anciens joueurs sélection haïtienne ou même jeune voix avec préparateur physique Haïti qui c'est Alex. Côté que yo t'a parlé de l'équipe football haïtienne. Mais ça qui problème c'est que c'est les messieurs a dit son pays gang et équipe football là pas jouer un match la caillou à cause des gangs. Et il dit qu'on sait que son pays pauvre. OK? Mes amis, en nous yon kembe men l'autre et me souhaite que nous partager vidéo ça pour nous faire arriver côté pour arriver à comme ça nèg yo a prendre conscience. Y attendait li a ouais ça qui passer. Partager vidéo à moi, partager vidéo à moi. 2026 et dans cet épisode on part à la découverte de la sensation Haïti et de son sélectionneur français Sébastien Migné, qualifié pour la deuxième fois de son histoire pour la Coupe du Monde. Haïti, l'un des pays les plus pauvres du monde, gangréné par la violence, devra aussi faire face aux restrictions de visa imposées par l'administration Trump. C'est parti pour l'After Coupe du Monde. Et pour parler d'Haïti, on accueille Romain Genevois, l'ancien joueur de la sélection, ancien joueur également de l'OGC Nice. Salut Romain. Salut Jérôme, salut tout le monde. Avec son beau maillot d'Haïti, tu nous le montres là ? Ah oui, bien sûr. Regardez. C'était quoi ta dernière sélection, Romain ? Et le rouge. Je crois que j'ai terminé sur la Copa América. J'ai un doute, ça. Je commence à vieillir, à perdre un peu la mémoire. Et on accueille aussi Alexandre Delal, le préparateur physique de la sélection d'Haïti. Salut Alex. Salut Jérôme, bonjour à tous. Toi, c'est le vrai maillot, le maillot actuel que tu as derrière toi. C'est le maillot de la Gold Cup, ouais, la dernière Gold Cup. On s'est fait éliminer malheureusement au premier tour, mais on a fait des bonnes prestations quand même. C'était une belle compétition qui nous a préparé justement aux éliminatoires de la Coupe du Monde. Bon. Ouais, justement, si ça me revient. J'ai fini sur les éliminatoires, pardon, autant pour moi. Je crois que c'était soit le Panama, soit le Nicaragua. Le Panama ou le Nicaragua, un de ces deux-là. Je trouve l'ancien maillot de Romain un tout petit peu plus sexy que l'actuel, mais bon, on verra peut-être pour la Coupe du Monde. Alexandre, il y en aura peut-être un nouveau, non ? Ils vont travailler. Ils seront peut-être bons. Ouais, c'est le plus important. Bon, c'est le principal, évidemment. Alors, Haïti, pour ceux qui découvrent cette sélection d'Haïti, vous êtes surnommés les Grenadiers, 83e au classement FIFA, 9e au classement de la CONCACAF, donc la zone Amérique du Nord et Amérique centrale. Une participation à la Coupe du Monde, c'était en 1974. Une Gold Cup également, c'était en 1973. Évidemment, cette qualification pour cette deuxième Coupe du Monde, donc pour la Coupe du Monde 2026, elle est absolument historique. On va revenir sur ce parcours, Alexandre et Romain. Déjà au deuxième tour, Haïti a terminé derrière la sélection de Curaçao, mais la véritable perf finalement, donc derrière Curaçao, devant Sainte-Lucie, Aruba et Barbade, mais la véritable perf finalement, c'est lors du troisième tour parce que vous avez réussi à devancer Honduras, le Costa Rica et le Nicaragua. Là pour le coup, c'est vraiment assez exceptionnel, Alexandre, ce que vous avez réalisé. Oui, clairement. Tu as montré un peu le classement de la CONCACAF où Honduras, Costa Rica sont vraiment très haut dans la hiérarchie. Même sur le plan mondial, ils font partie des 40 meilleures équipes. Ce sont des équipes qui ont l'habitude de jouer la Coupe du Monde. Ce sont des mondialistes qui ont des joueurs qui sont on va dire, soit local, soit expatriés, mais leur championnat local est de très bonne qualité. Ils ont beaucoup d'expatriés dans des grands clubs un peu en Europe et en Amérique du Sud et en MLS. Donc c'est des joueurs qui ont vraiment une grande expérience de ce type de match parce que c'est des matchs coup près. Chaque période internationale, donc que ce soit septembre, octobre ou novembre, a eu son lot un petit peu d'adversité où on est passé par différentes phases où la première, au mois de septembre, on fait 2 matchs nuls contre le Honduras et contre le Costa Rica en étant mené 2-0 à la mi-temps et on arrive à arracher le 3-3. C'était plutôt encourageant. Derrière, on gagne au Nicaragua, mais on prend
on prend 3-0 au Honduras en octobre, où on était monté assez haut parce que tout le monde nous voyait quasi qualifiés et qu'au final, les cartes ont été rebattues quand on a perdu contre l'Honduras. Et sachant qu'on avait 2 matchs qui se terminaient en novembre, entre guillemets à domicile. Et ce qui est important de savoir, c'est que en fait, on a gagné nos 2 matchs contre le Nicaragua et contre le Costa Rica, entre guillemets à domicile. On n'a jamais joué à domicile. Oui, c'est ça aussi On a qu'il fait faut nos préciser, 21 Alexandre, hein, matchs. c'est que Ouais, la situation ne permet pas de jouer en Haïti, donc en raison de la violence notamment et des incidents à répétition dans le pays. Du coup, vous n'avez joué aucun match éliminatoire en Haïti, à domicile. c'est ça. On a fait zéro match à domicile. On a tout le temps joué à l'extérieur ou entre guillemets sur terrain neutre avec des ambiances qui étaient assez calmes, hein, qu'on peut retrouver dans des championnats peut-être régionaux. Donc c'était assez difficile des fois de trouver une source de motivation supplémentaire parce que quand tu vas jouer, de te faire pousser un peu par l'extérieur, des fois tu as des moments durs dans un match, des moments faibles où tu as besoin d'avoir aussi peut-être des éléments peut-être extérieurs qui peuvent te pousser, sachant qu'on est, comme dit, on était entre guillemets inférieur à ces 2 équipes-là, même Nicaragua, attention, c'était une belle équipe, et on n'avait pas ce 12e homme. Malgré tout ça, on a réussi on va dire, à faire une unité, et ça c'est important. On a vraiment créé cette unité au sein du staff et des joueurs, et du staff au sens large, hein, médical, technique, administratif, dans un même projet qu'on a designé et que Seb Migné a donné dès le départ, un projet sur 2 ans avec in fine la qualification à la Coupe du Monde. Même si on est passé, comme je te disais, au mois d'octobre, c'était très dur parce que le coach, on entendait, par exemple, forcément, vu qu'on était en 3e place de cette phase qualificative, il y a eu quelques rumeurs et on arrivait en novembre, on va dire, avec beaucoup d'incertitudes, même si nous on en avait, mais quand on est dans cette position, il y a toujours un petit peu une incertitude extérieure qui plane, et peut-être des médias, où il y a une attente qui a été créée, parce que ça fait, tu l'as dit, hein, c'était 74 la dernière Coupe du Monde, donc ça faisait plus de 50 ans qu'ils n'étaient pas à la Coupe du Monde. Et je vais même plus loin, ça fait, je crois que plus d'une vingtaine d'années qu'ils n'étaient pas allés au dernier tour des groupes de qualification Coupe du Monde. Donc, c'était quelque chose qui, pour moi, je pense, hein, je prends vraiment la dimension de ce qu'on a fait, et je prends vraiment le terme extraordinaire ou exceptionnel, vraiment propre à la définition. Il faut vraiment prendre cette définition comme elle est. C'est quelque chose qui est exceptionnel et les gens se rendent pas compte parce que jouer tous les matchs à l'extérieur, jamais être avec son public, ne pas être d'ailleurs avoir un camp d'entraînement à soi, ne pas avoir ses habitudes de travail, de logistique. C'est pas facile, c'est pas facile. Et tu l'as dit, on a une petite sélection avec peu de moyens. Romain, il a connu ça. Il sait que c'est pas tous les jours facile, mais on a trouvé d'autres valeurs. Ça nous a peut-être permis d'avoir d'autres valeurs qui ont fait que on s'est encore transcendé pour les 2 derniers matchs qu'on devait gagner, où il y avait une tension, vraiment une tension extrême. Et le dernier match contre le Nicaragua, on a joué à Curaçao d'ailleurs, à domicile, il y avait quand même une communauté haïtienne qui est venue, parce que la communauté haïtienne, elle est quand même, bon, elle est expatriée un peu partout dans les Caraïbes, aux États-Unis et au Canada, mais c'est un peuple de football. Ils adorent le football, ils vivent pour le football, et comme j'avais connu un peu avec la Côte Ouais. d'Ivoire, le football, ça peut être un vecteur pour ramener un petit peu la paix au pays. Tu vois, Drogba, il avait réussi un petit peu avec Yaya, Kolo Touré et tous ses compères à ramener un peu le calme au pays. Et nous, ce qu'on espère, c'est d'avoir, au-delà du football, avoir un peu une action humanitaire où on redonne un peu de la joie au pays et faire oublier un peu tout ce qui s'y passe. Et ça a déjà Et commencé de toute donner façon, vraiment. Alexandre, hein, parce que cette qualification, tu le disais, elle est exceptionnelle, elle est extraordinaire. Romain, toi qui as été joueur pour cette sélection-là, comment tu as vécu ces moments-là, ce soir de qualification? Où est-ce que tu étais? Raconte-nous un petit peu les sentiments par lesquels tu es passé ce jour-là. Honnêtement, j'ai reçu assez vite une vidéo d'Alex où ils fêtaient leur qualification. J'ai eu beaucoup, voilà, moi j'ai pas vu tout de suite, donc j'étais très vite alerté, on va dire, par l'entourage, les amis, donc tout de suite qui m'ont chauffé. Alors tu vas faire la Coupe du Monde.
Donc du coup, non, mais en tout cas, très heureux pour la sélection, pour le pays, comme l'a dit Alex, pour toutes les raisons qu'il a données. C'est très très difficile. C'est vrai qu'on souligne le fait qu'effectivement aujourd'hui il y a beaucoup plus d'équipes, mais ils ne se rendent pas compte de la difficulté que c'est de se qualifier malgré tout. Les équipes que tu joues, comme il l'a dit, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Panama, c'est des équipes souvent qu'on joue, mais des joueurs avec des joueurs de qualité, des joueurs qui jouent des fois en première ligue. Enfin, on voit qu'il y a vraiment un niveau très important qui peut nous séparer. Donc voilà, moi je l'ai senti quand j'ai joué les matchs internationaux. Voilà, tu joues avec Haïti, mais tu joues contre des mecs qui jouent en première ligue, etc. Donc tu sens quand même la différence de niveau. Et vraiment, c'est pas facile. Et du coup, et comme il l'a dit, ne pas jouer dans son pays. Moi, j'ai eu la chance de jouer quand même si c'est pas un terrain super facile, synthétique, terrain un peu compliqué, mais en tout cas, tu joues dans une atmosphère, ça tremble. Donc en gros, les adversaires, ils viennent pas dans un confort chez toi. Donc ça, c'est clairement un plus quand tu joues chez toi. Et voilà, le fait qu'ils aient réussi tout ça justement avec ces équipes qui ont l'habitude de jouer les grosses compétitions et où on avait l'habitude quand même de galérer contre elles. Voilà, le fait d'avoir réussi ce cap, franchement, c'est quand même une fierté de pouvoir voir ça et hâte de vivre cette Coupe du Monde et de voir leur match, même si là, on est déjà fiers. Ils n'ont plus qu'à prendre du plaisir maintenant. Ok, moi c'est que nous bien entendez ça qui a parlé dans la vidéo. Mais nous-mêmes, il faut que nous marquions l'histoire. Parce que nous sommes un grand peuple, nous allons marquer l'histoire. En 1974, nous allons parler de ça, nous allons entendre, nous allons regarder des vidéos ensemble. En 1974, Haïti était dans pour Italie, Pologne avec Argentine. Nous allons faire une victoire. Mais 2026, ça, nous allons marquer l'histoire. Ce n'est pas un match simplement à battre, non? Nous avons passé le premier tour. Et nous, ouais, que je parle chercher rien que dans le débat qu'a fait là, et ça que je voulais nous tendre. Sauf que je souhaité nous partager vidéo, partager vidéo, et puis abonner. C'est PRL Infosport. Partager, abonner. Entendez ensemble avec moi, en suivre. 1974, défaite contre l'Italie, défaite contre la Pologne, défaite contre l'Argentine. Est-ce que Romain, toi, on t'en a parlé de cette Coupe du Monde 74? Est-ce que tu as pu voir peut-être des images? Est-ce qu'on t'en avait montré à l'époque où tu étais en sélection? Est-ce que ça te parle ou pas du tout? Non, alors oui, ça me parle parce qu'on m'en en a parlé, bien évidemment. J'ai pas spécialement été curieux de regarder les images, mais non, moi j'étais surtout content de renouer avec mon pays d'origine parce que voilà, comme j'ai été adopté tout jeune, c'était vraiment l'opportunité de renouer avec mon pays d'origine. Et du coup, voilà, la première sélection était un peu compliquée, voilà, et j'y suis pas retourné. Il a fallu 8 ans pour que j'y retourne, et différents sélectionneurs pour me convaincre d'y retourner, notamment aussi des joueurs que je connaissais à ce moment-là et du coup qui me parlaient un peu de la sélection et qui, entre guillemets, me disaient si oui ou non c'était une bonne idée de revenir ou pas, si c'était le bon moment. Donc voilà, mais en tout cas, c'est très content, peu importe, enfin voilà, même si je sais pas le passif, enfin, vraiment antérieur, voilà, pour moi c'était vraiment une fierté de pouvoir renouer avec mon pays d'origine, de porter le maillot de la sélection dès mes 20 ans, content de pouvoir y retourner. J'avais pas forcément envie de rester sur une mauvaise note, mais j'avais vraiment envie d'y retourner pour apporter vraiment quelque chose, pas y aller pour y aller, juste pour y aller. Donc quand j'y suis allé, c'était vraiment pour apporter quelque chose. Donc voilà, j'ai fait de mon mieux pour apporter à ce moment-là. Et je suis très content que que l'évolution de la sélection de l'équipe ait pu continuer derrière, même s'il y a encore quelques dinosaures comme Johnny Placide. On va en parler. Qui y sont. Et voilà, mais donc en tout cas, voilà, je suis content que ça continue en fait, que ça puisse évoluer encore mieux. L'Italie, donc la Pologne et l'Argentine, c'était en 74. C'était déjà encore plus compliqué de se qualifier sans doute à l'époque, parce qu'il y avait beaucoup moins de nations qualifiées. C'était redoutable. Le calendrier d'Haïti, donc à la Coupe du Monde 2026, dans un groupe là aussi très relevé. Haïti n'a pas forcément été verni par le tirage au sort. Ça commencera le 13 juin à Boston face à l'Écosse. Ensuite,
c'est quand même dingue, mais Haïti va jouer le Brésil, recordman des victoires en Coupe du Monde. Ce sera le 19 juin à Philadelphie, avant de terminer face au Maroc, qui grandit de plus en plus, demi-finaliste à la Coupe du Monde au Qatar. Ce sera le 24 juin à Atlanta. Alex, avec le staff autour de Sébastien Migné, comment vous avez accueilli ce tirage au sort? C'était pas le plus facile, loin de là, hein. Alors, c'est loin d'être facile, c'est clair. Il y a trois adversaires, on va dire, aux caractéristiques assez différentes, qui ont vraiment une expérience de ces compétitions et qui arrivent surtout, on va dire, dans une phase ascendante pour le Maroc ou l'Écosse. L'Écosse, c'est vraiment aussi est composé de beaucoup de joueurs qui sont expatriés. Le Brésil restera toujours le Brésil et c'est toujours difficile de les jouer dans ces grosses compétitions. Ils ont un vivier de joueurs qui est tellement important et une richesse avec de la qualité qui fait que ce ne sera pas facile ces trois matchs, un chemin de trois matchs. Mais après, comme tu l'as dit, on va remettre une nouvelle feuille de route avec des nouveaux objectifs. Donc le coach va la présenter en mars à tout le staff. Et l'objectif, ce sera de faire mieux déjà forcément que ce qu'a fait nos prédécesseurs en 74, de montrer un bon visage et de montrer la qualité et le mental des grenadiers. Voilà, on a quand même un peu un mélange, vous l'avez dit, de joueurs expérimentés, d'une nouvelle jeunesse. On a de bons petits jeunes qui arrivent. On va en parler, Alex, de l'effectif, mais juste pour rester sur ce calendrier, si je te dis que le match le plus important, là où il faut vraiment prendre les 3 points pour espérer, c'est l'Écosse, c'est peut-être le match le plus abordable? Moi, je sais pas si c'est le plus abordable, hein. Je sais pas si c'est le plus abordable. En tout cas, c'est clair que chaque match va être important et le premier match va conditionner la compétition. On va arriver en espérant le plus frais possible. Donc là, il y a des choses qu'on maîtrise pas forcément. Il y a toute cette saison que les joueurs effectuent en club, voir qui est-ce qu'on pourra avoir à disposition le 23 mai pour le début de notre préparation et préparer sérieusement et correctement avec beaucoup de qualité et d'humilité cette compétition et ce premier match. Donc on va faire des matchs amicaux forcément au mois de mars contre l'Islande et la Tunisie pour se préparer contre des adversaires qui sont un petit peu du même calibre, hein. L'Écosse, l'Islande, c'est un jeu qui peut être similaire et tu vois, la Tunisie et le Maroc ont pareil, ils ont un jeu similaire. Donc on va tout mettre en place, on analyse, on décortique, on se projette, on va avoir des plans de jeu, mais après, il faut voir aussi les joueurs que tu auras à disposition parce que là, il reste encore 6 mois, c'est long. C'est long et évidemment, toutes les équipes. ça laisse Voilà. aussi aux adversaires peut-être d'avoir des blessures. Évidemment, on en saura un petit peu plus dans les mois qui viennent concernant les effectifs notamment. Toi, Romain, quand tu as vu le tirage au sort, à quoi tu as pensé? Franchement, jouer le Brésil, c'est un rêve, non? Enfin, pour la sélection d'Haïti, ça va être un énorme kiff. Alors, oui et non, j'ai envie de dire presque, parce que c'est une équipe qu'on peut rencontrer via la Copa América, la Gold Cup, bon, même si on se qualifie pas tout le temps, mais je pense que la Coupe du Monde, ça aurait été l'occasion justement de jouer peut-être les pays où on a moins de chances de rencontrer une nation européenne. Ouais, voilà. Moi, j'aurais préféré plus de nations européennes, mais après, ça, c'est mon avis à moi. Bien évidemment que c'est un rêve de jouer le Brésil. Pour les avoir joués, tu as envie de jouer contre les meilleurs. Et comme l'a dit Alex, le Brésil, ça reste le Brésil. Donc, tu joues contre des super joueurs. Tu joues contre une équipe qui a un passif en Coupe du Monde. Voilà, en termes de victoire, voilà, ça compte. Ça compte, même encore aujourd'hui. Et du coup, voilà. Après, effectivement, groupe pas facile. Hein. Objectif 3e place. Mais oui, après, franchement, le football, c'est pour ça que c'est... Bien évidemment, je te comprends, Jérôme, voilà, et beaucoup de monde d'ailleurs. On regarde les équipes, on se dit, bon, sur le papier, effectivement, là, il faut jouer ce match-là parce que c'est le plus abordable, etc., etc. Mais on va pas se mentir, hein, c'est un joueur. Même si tu es Haïti, que tu joues contre la France, le Brésil, l'Allemagne, je suis désolé, mais tu rentres sur le terrain, tu vas faire en sorte de te donner pour essayer de gagner, trouver les solutions pour gagner. Et après, tu gagnes pas. Tu joues contre plus fort. Mais en tout cas, sur la préparation, tu joues les matchs pour les gagner. Et là, moi, ça me fait penser à la dernière Coupe du Monde, oui, contre l'Argentine, quand ils perdent. Ouais. L'Arabie Saoudite avait réussi à battre l'Argentine. Contre l'Arabie Saoudite.
Donc why not, hein, pourquoi pas. Et voilà, mais c'est parce que en fait, nous, en tout cas, on part pas dans l'idée de se dire il faut pas tout, voilà, il faut plus tout donner contre ce match-là parce que c'est le match le plus abordable. Et non, donc là, ils ont fait quelque chose d'exceptionnel, d'extraordinaire. Comme il a dit Alex, faut vraiment pas le minimiser. Là, il faut qu'ils se concentrent absolument sur le plaisir, justement, de jouer cette compétition. J'ai envie de dire, oui, bien évidemment, dans un coin de leur tête, il l'a dit aussi, montrer une bonne image, c'est important, mais ça va passer surtout par le plaisir et du moment, de jouer ce moment, et qu'ils ne se mettent pas plus de pression que ça. C'est déjà très bien qu'ils soient là. Ouais, et puis c'est vrai que le côté historique de la qualification, ce serait encore plus historique, bien sûr, de gagner un match à la Coupe du Monde. Ce serait la première fois, du coup, pour cette sélection d'Haïti. Je vous coupe, messieurs, parce qu'il faut qu'on avance un petit peu. Je voudrais parler des joueurs et puis d'abord de Sébastien Migné. Alexandre, parle-nous un petit peu du sélectionneur français, 52 ans, né à La Roche-sur-Yon. Il a été l'adjoint de Jean-Pierre Papin à Strasbourg et à Lens, adjoint dans d'autres sélections avec Oman, la RDC, le Congo, le Togo, le Cameroun. Sélectionneur également du Kenya durant la CAN 2019, sélectionneur également de la Guinée équatoriale. C'est quoi la méthode Sébastien Migné, Alex? Pourquoi ça marche? Il a réussi à créer une unité, une cohésion, à la fois au sein du staff et à la fois au sein des joueurs. Ça n'a pas toujours été facile, mais il a réussi à créer à rassembler les personnes. Et bon, c'est quelqu'un qui a quand même une grande expérience des sélections nationales. Il en a fait plus de 10, essentiellement en Afrique. Donc il sait comment gérer un groupe, il sait comment naviguer quand, on va dire, il y a des difficultés, et au contraire, quand tout va super bien, il ne faut pas non plus s'enflammer. Donc il arrive à gérer un peu cette euphorie ou ces déceptions, et garder un cap. Et ça, je pense que ça a été vraiment révélateur de notre réussite. C'est ce cap qui a été donné dès le premier match qu'on a effectué, dès le premier match amical. Il y a eu une feuille de route qui a été donnée, tracée, et qui a permis à chaque joueur de se projeter sur le long terme et d'avoir chaque fois en ligne de mire la qualification Coupe du Monde. Et tout notre travail, tout ce qu'on faisait, c'était vraiment orienté pour ça. Et je pense que ça a été une réussite dans la mesure où on parle de la qualification historique à la Coupe du Monde, c'est une chose, mais il y a eu d'autres séries, il y a eu 10 matchs, 10 victoires consécutives, donc c'est un record pour la sélection. Sachant que c'est jamais facile d'enchaîner les victoires dans ce contexte là-bas. C'est la première fois que l'équipe a gagné également un match en Europe contre un Européen. Donc on a joué en Azerbaïdjan, qui est quand même une équipe qui est quand même d'un bon niveau. On a gagné là-bas 3-0. Donc on a marqué un peu l'histoire. La Coupe du Monde, c'est sûr que ça permet encore d'élever un petit peu tout ce qu'il a permis on va dire d'effectuer comme on va dire comme marque, on va dire, exceptionnelle pour la sélection. Et maintenant, l'idée, c'est ça, c'est d'avoir un point, une victoire, une qualification. On va y aller step by step. Il ne faut pas trop aussi se projeter, tu vois. Il faut rêver, mais garder l'humilité. C'est important de rêver, c'est ce qu'on a fait. On avait rêvé de la Coupe du Monde, on y est. Maintenant, on va rêver d'autre chose. Et c'est là qu'il est intéressant parce qu'il a toujours eu les pieds sur terre et il remobilise assez rapidement. Il est assez. Ce que j'aime bien, c'est vraiment cette cohérence qu'il a su amener. Tu vois, on aurait pu s'enflammer avec cette qualification Coupe du Monde, mais on essaie de rester simple, humble, avec nos valeurs françaises, haïtiennes, européennes et américaines, parce qu'en fait, cette sélection, c'est un mélange de joueurs qui jouent en Europe, qui sont francophones, Alors qui ont justement, grandi dans les Alex, Caraïbes. regarde les joueurs. Alors j'en ai sélectionné 5 parce qu'il fallait faire des choix, mais c'est vrai qu'il y a des noms qu'on connaît évidemment en France, des joueurs qui évoluent encore, que ce soit d'ailleurs en Ligue 1, en Ligue 2 ou en Europe. Johnny Placide, évidemment, le gardien et capitaine qui évolue à Bastia, 37 ans, 80 sélections. Franzi Pierrot, l'avant-centre de 30 ans, qui évolue lui désormais à l'AEK Athènes. Jean-Reckner Bellegarde qui lui évolue à Wolverhampton, il est milieu de terrain, récemment appelé en sélection d'Haïti. Carlen Sarr
Marcus qui lui est à Angers, une cinquantaine de sélections à l'arrière droit, et puis Dukans Nazon également qui est le meilleur buteur de l'histoire de la sélection d'Haïti qui lui évolue en Iran. Romain, parmi tous ces joueurs là, parmi ces 5 joueurs par exemple, sur qui va falloir s'appuyer pour réaliser des exploits et choquer le monde durant ce mondial? J'ai envie de dire un peu sur une colonne vertébrale, c'est-à-dire voilà, ça part du gardien, de Johnny, une bonne défense, un joueur d'expérience derrière, ce sera quand même important. Et au milieu de terrain, effectivement, un joueur qui évolue en première ligue, c'est plutôt, comme Bellegarde, c'est plutôt une belle plus-value pour l'équipe, je trouve. Et puis bien évidemment Dickens Carlens que je connais aussi bien évidemment et Dickens le finisseur, j'ai envie de dire. Des fois j'aime bien aussi employer les termes qui sont un peu en rugby où ils ont un peu raison. Il y a les finisseurs quand ils parlent de ceux qui sortent du banc, mais tu as aussi sur le terrain, c'est-à-dire que voilà, c'est un collectif, voilà, c'est les individualités qui finissent le travail du collectif. Alex, c'est un petit mélange entre jeunes appelés récemment et puis des gloires comme Johnny Placide. Comment vous avez réussi à convaincre ceux qui sont arrivés plus récemment en sélection? Je pense notamment à Bellegarde, mais il y en a d'autres, Casimir aussi. Alors, je pense qu'il y a une double vision à avoir. Ça veut dire qu'il y avait d'abord la vision, on va dire, cohésion. Est-ce que on a plein de joueurs qui sont potentiellement sélectionnables, mais l'idée c'était d'avoir des joueurs qui apportent une plus-value sportive et qui rentrent et qui s'intègrent assez facilement dans le groupe. Donc ça, c'était vraiment la première réflexion qu'on a eue avant d'aller plus loin dans les discussions. Et une fois que tous ces éléments-là étaient cochés, clairement, il y a eu après des discussions sur justement le projet de jeu, l'organisation, la logistique, parce que faut pas se voiler la face, c'est très dur de venir jouer quand on est européen en Haïti, parce que on joue sur des terrains synthétiques, il y a 8 à 10 heures d'avion, il y a le décalage horaire, quand on rentre, on a entre 6 et 8 heures de décalage horaire, on rejoue 3 jours après, donc c'est difficile, ça peut créer des tensions au sein des staffs des clubs, parce qu'on arrive avec une grosse fatigue. En général, il te faut un jour de récupération par heure de jet lag. Donc là, on en a entre 6 et 8. Donc c'est délicat pour les clubs d'accepter aussi toujours cela, même s'ils n'ont pas le choix. Hein. Mais les joueurs font, entre guillemets, des sacrifices. Ils donnent tout pour leur nation. C'est vraiment... ils s'enrichissent pas en venant avec nous, hein, c'est vraiment le cœur qui parle. Et nous, ce qu'on veut, c'est ressentir également sur les joueurs qui potentiellement peuvent venir, cette volonté de venir avec le cœur, d'apporter quelque chose sur le plan humain à la sélection. Et là-dessus, tu vois, Bellegarde et Josué Casimir d'Auxerre remplissent complètement toutes ces cases et ils ont été accueillis par, comme tu as dit, nos anciens expérimentés également. Mais on a toute une nouvelle jeunesse qui arrive, Danley, Everton, il y a des joueurs qui sont là depuis un moment, tu vois, des Martin Expérience qui jouent à Nancy, Providence qui s'affirme de plus en plus, on a Delcroix qui était à Burnley, qui maintenant joue à Lugano, mais qui s'est aussi imposé, un Jean-Kévin Duvert, enfin, on commence à avoir une ossature, les postes doublés avec des joueurs vraiment de qualité et qui sont là, comme dit, à la fois avec des valeurs bien sûr sportives, mais des valeurs humaines pour représenter le pays. Et quand on est dans une équipe nationale, c'est le plus important, c'est le cœur. On vient pas pour un projet individuel, on vient pour un projet collectif. Et